Dans cet article de Forbes, des chercheurs du MIT annoncent que non, l'IA ne va pas voler le travail de tout le monde. Seulement 23% des emplois liés à des tâches visuelles et artistiques pourraient être remplacés de manière rentable avec l'IA. Mais cet article et cet avis est purement spéculatif, et on est sûr de rien sur le sujet des IA. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas l'IA le problème, c'est vous. Et je vais vous le prouver avec cette vidéo. L'histoire nous montre que l'innovation technologique, comme par exemple l'invention des antennes téléphoniques vers les années 1920, a toujours remodelé le marché du travail. Ces avancées ont remplacé certaines fonctions, mais ont également généré de nouvelles opportunités. Par exemple, pour les téléphones, eh bien maintenant t'appelles quelqu'un, t'as directement cette personne au bout du fil. Mais avant les antennes téléphoniques, t'appelais un service et tu avais une personne au bout du fil qui avait un panneau immense avec des câbles et il te disait ok, vous voulez appeler monsieur machin, eh bien je vous mets ici. Et ces personnes branchaient des câbles pour te mettre en relation avec la personne que tu voulais avoir au téléphone. Et toutes ces avancées technologiques ont toujours eu des débats et ça n'échappe pas à l'intelligence artificielle. Et les trois angles d'attaque majeurs sur toutes ces nouvelles technologies sont les suivantes. Premièrement, l'éthique. Et ça, la situation, elle n'est pas toute noire ou toute blanche. Ce qu'on reproche à l'intelligence artificielle, c'est qu'elle se base sur des données, que cela soit des images, des vidéos ou des textes déjà créés par des artistes. Malheureusement, cet angle d'attaque est très difficilement attaquable parce que la manière dont fonctionnent les intelligences artificielles ne permettent pas réellement d'avoir une précision exacte sur qui a inspiré quoi et à quel degré. Lorsque je vais cliquer sur générer sur Midjourney, eh bien, l'image que vous voyez là a été inspirée à 0,00000 One eternity later. 0,1% de Léonard de Vinci par exemple et à 0,00000 3 days later. 0,01% de Gustav Klimt. Et pour les personnes qui disent que ça, ce n'est pas éthique, eh bien, vous, est-ce que vous n'avez pas déjà piraté, téléchargé, regardé en streaming un film? Alors que pourtant, il y a des milliers de personnes qui travaillent sur un film et c'est un petit peu leur manquer de respect de faire ça. Et pour les personnes qui piratent des logiciels parce qu'ils n'ont pas le budget d'acheter une licence, est-ce que c'est pas manquer de respect à tous les développeurs qui ont participé à la création de ce logiciel? L'éthique est une valeur variable et elle est propre à chacun. Par contre, la loi, elle est là pour mettre fin à l'éthique et dire que là, on va trop loin. Donc l'éthique fait juste partie d'un débat sur nos valeurs et nos comportements. Ensuite, il y a la vie privée. Toutes ces intelligences artificielles donc englobent plein de données comme ça et qui nous dit pas que peut-être on met une adresse postale à nous et ils l'utilisent. Eh bien, du moment où tu as une box chez toi avec internet ou un téléphone portable, et pour les plus complotistes, les boîtiers Linky, eh bien sache que ta vie privée est déjà bafouée. Cette situation n'est pas unique à l'IA, mais englobe aussi toute l'ère numérique. Ces peurs autour de l'IA sont en réalité beaucoup plus profondes sur notre société en général. Et chaque avancée technologique majeure nous met en confrontation un petit peu avec où la société se dirige. Et je trouve que ce que l'on vit avec l'IA en ce moment est crucial pour le futur. On est là pour voir les pour et les contre de ces nouvelles technologies pour qu'on puisse prendre des décisions maintenant pour que le futur soit mieux. Prenons quelques petits exemples dans notre histoire. En 1450, le système d'imprimante est inventé à l'imprimerie de Gutenberg. Grâce à ça, eh bien, on allait pouvoir diffuser beaucoup plus d'informations, beaucoup plus facilement, parce qu'avant ça, je vous rappelle que les livres étaient écrits à la mano. Donc la transmission de savoir était très complexe. Mais maintenant, avec l'imprimante, eh bien, on peut diffuser des infos beaucoup plus facilement. Et à l'époque, ça a créé beaucoup d'inquiétudes. Les idées inverses allaient pouvoir être communiquées d'une manière beaucoup plus simple. Et oui, parce qu'avant, eh bien, il y avait un ordre établi, et comme ça, ils se la coulaient douce, ils étaient tranquilles. Mais si les gens commençaient à en avoir marre, eh bien, il faisait imprimer plein de choses et distribuer un petit peu des flyers comme ça à tout le monde. Donc la transmission d'informations a fait peur à beaucoup de monde à cette époque-là. La fin du 19e siècle a aussi marqué un tournant énorme dans l'industrie. La mécanisation a introduit des usines et des machines qui ont augmenté la production. On était passé d'un rythme artisanal à un rythme industriel. Et ça a pas plu à énormément de monde. Vous rendez-vous compte le nombre de métiers qui a été sacrifié et remplacé par les machines? Il y a eu énormément de tensions et de mouvements sociaux pendant cette période et ça impacte encore aujourd'hui plein de choses, comme on peut le voir avec le mouvement actuel des agriculteurs que l'on soutient naturellement. En 1969, l'avènement d'Internet. Imaginez, avant, on ne pouvait pas connecter n'importe quel humain de l'autre côté du globe facilement. Maintenant, je peux envoyer un message qui est à Los Angeles et il le recevra instantanément. Est-ce que c'est pas une création de fou furieux? Et ça a fait peur à énormément de monde, que cela soit sur les données personnelles et la vie privée. Moi, je me rappelle ma mère, quand on a mis Internet chez nous, mais elle se chiait dessus. Elle avait ultra peur de ça et elle n'en voulait pas du tout. Je me rappelle avec mon père et ma sœur, on lui avait caché au début qu'on avait Internet parce que nous, on voulait trop, pouvoir envoyer des messages sur MSN, jouer à des jeux flash. C'était trop cool. Mais ça a fait peur à beaucoup de monde aussi.
Et en 2007, par exemple, les smartphones. On avait tous des téléphones portables, mais maintenant, on avait la possibilité d'avoir des informations à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, directement dans notre poche. Et ça a transformé notre société et ça a soulevé des débats sur, par exemple, la dépendance technologique. On est tous opposés à ça. La fameuse dopamine pour scroller sur TikTok. Mais aussi sur la surveillance, parce que je suis désolé, je suis pas complotiste, mais parfois je parle à côté de mon téléphone et 2 heures après, j'ai des pubs de fou à propos de ce que je parlais à quelqu'un. Ces moments clés de l'histoire illustrent parfaitement ce qu'on est en train de vivre avec l'intelligence artificielle. Les avancées technologiques ont toujours été accueillies avec de l'optimisme et un effet waouh, mais aussi beaucoup d'anxiété et de peur. Donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui reflète tout simplement une roue qu'on a déjà vécue tellement de fois dans l'histoire. Et avec le temps, ces peurs cèdent la place à plutôt de l'optimisme et de l'acceptation à mesure que la société s'adapte et tire le meilleur parti de ces nouvelles technologies. Ça me rappelle un petit peu le film de Charlie et la chocolaterie où le père de Charlie Bucket travaillait dans une usine où il bouchait comme ça les capuchons de dentifrice. Un jour, une machine est arrivée et l'a remplacé et faisait les choses 10 fois plus vite que lui. Et à la fin du film, eh bien, on nous montre que son père est maintenant devenu la personne qui répare les machines qui font son ancien travail. C'est tout simplement une roue qui tourne. D'ailleurs, dans ces moments clés d'histoire, je vous ai parlé des smartphones et d'Internet. Eh bien, l'impact des réseaux sociaux est énorme sur notre comportement. On est en constante recherche de validation, que ça soit avec des partages ou des likes. D'ailleurs, essayez de le faire comme ça pour me donner un petit peu de dopamine à manger pour ce soir, comme ça. Et cette dynamique encourage les créateurs à créer toujours des contenus de plus en plus addictifs pour capter l'attention. Et ça au détriment de sa réelle qualité et authenticité. Menant donc à une surabondance de contenu comme ça. Moi, il y a un truc qui me choque sur TikTok par exemple. Dites-moi si c'est le même cas pour vous. Mais il y a cette fameuse trend où on voit un format vertical du coup. Et en bas, il y a le créateur qui parle. Et en haut, t'as une vidéo de Trackmania ou un truc qui bouge très vite. En mode, putain, il n'y a plus aucun cerveau qui arrive à se connecter 3 secondes sur un truc. C'est une catastrophe. Ils sont obligé de trouver des petites subtilités pour te faire maintenir le regard sur l'écran en mode allez, couleur flashy, mouvement, bam, 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 bam. C'est une catastrophe. Donc je vous invite à vraiment avoir une réflexion profonde sur vos habitudes sur Internet. Lorsque vous allez sur Internet, qu'est-ce que vous allez rechercher? Réellement, vous voulez apprendre quelque chose? Vous voulez de la reconnaissance? Vous voulez vous divertir? Je ne sais pas si on a conscience de l'impact que ça a sur nous lorsque l'on va sur Internet, sur notre temps, sur notre bien-être, à nous et celui des autres aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commandent des trucs absolument horribles, mais dans la vraie vie, ils ne le feraient pas. Ce sont des choses très schizophrènes qui se passent avec les réseaux sociaux. Vous savez, parfois, je regarde autour de moi, là, je suis allé à New York il y a pas longtemps en vacances, et il y avait un moment magnifique, un coucher de soleil. Il y avait juste plein de bras comme ça tendus en l'air en train de regarder leur téléphone portable, alors que le spectacle il se plaçait devant eux. Moi j'ai pris une seule photo, c'est bon, j'étais terminé, je regardais mon truc, mais certains étaient là pendant 10 minutes sur leur téléphone, ils étaient aspirés par leur écran. Ça me rappelle un peu le film Idiocratie, et je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film excellent qui imagine un futur où la surconsommation et l'idiotie règnent en maître. Maintenant, je dis pas qu'on est en train de devenir comme ça, même si quand même... Je pense qu'il faut garder notre curiosité et notre créativité vivantes, même à l'ère du smartphone qui nous envoie tout le temps des images dans la gueule et qui du coup ne nous font plus du tout réfléchir au final, parce qu'on a tout devant nous. Et du coup, avec tout ce que je viens de vous dire là, eh bien en fait, l'évolution vers l'intelligence artificielle est une suite logique vers notre quête d'efficacité et de commodité, tranquillou bidou. Car elle répond à un besoin fondamental de l'humain. À la minute où on a pu créer du feu, eh bien c'était la régalade. Après on a fait la roue, on s'est dit mais pourquoi j'ai besoin de pousser comme un mongol? Là je vais créer une roue et maintenant c'est tranquille. Et ça a été ça depuis le tout départ. C'est l'humain, en fait, qui est comme ça. Et l'IA va nous aider à faire plein de choses intéressantes dans nos sociétés. Comme par exemple la résolution de problèmes qui nous auraient pris énormément de temps. En lui fournissant plein de données, il va pouvoir du coup nous résoudre des problèmes qui nous auraient pris par exemple 6 mois. Et lui, il va nous le faire en quoi? 2 secondes. Alors pour tout ce qui est recherche médicale ou de l'environnement, ça va être incroyable. Ensuite, on va pouvoir automatiser plein de tâches répétitives. Certains métiers, et c'est assez barbant, c'est de rentrer des données dans un tableur et avoir des résultats. Et bien là, quand tout ce système-là sera automatisé, eh bien des personnes pourront peut-être s'épanouir dans des métiers beaucoup plus intellectuels et créatifs. Ça va donc améliorer la productivité et donc cet enjeu de temps qui est très important toujours dans les exemples que je vous donne. On va pouvoir avoir des assistants au quotidien qui seront beaucoup plus performants. On l'a vu avec Siri et Alexa. Bon, ils sont un petit peu à la traîne maintenant avec les nouvelles mises à jour que je pense qu'ils vont avoir dans l'avenir. L'IA va pouvoir aussi permettre d'optimiser les ressources. Et ça, c'est un très gros enjeu environnemental. Si on arrive à mieux gérer les ressources, eh bien, il y aura moins de données stockées par exemple dans le cloud. Et donc, on va pouvoir réduire considérablement la pollution numérique. Et ensuite, et un des points les plus importants, l'innovation continue. Ce que vous voyez là avec ChatGPT ou Midjourney, ce ne sont que les balbutiements de ce que l'on va connaître dans une dizaine d'années. Voici le graphique sur les prévisions de l'évolution de l'intelligence artificielle
nous, on est juste ici, en bas. Voilà, ces technologies-là sont exponentielles en termes de développement. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre de coche et bien les utiliser. Donc comme vous pouvez le voir, l'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est surtout comment on va s'en servir. Il va falloir faire attention à comment on conçoit nos intelligences artificielles, comme on a pu le voir avec le fameux WalkGPT. Si on commence déjà à créer des intelligences artificielles avec des billets à l'intérieur, eh bien cela va créer des discriminations injustes. Donc il faut que ces modèles-là d'intelligence artificielle soient très neutres dès le départ. La régulation est aussi extrêmement importante. Les gouvernements doivent mettre en place des lois pour encadrer son utilisation. Et enfin, je pense qu'il faut beaucoup plus parler d'intelligence artificielle dans notre société pour que les gens comprennent comment tout cela fonctionne. Parce que naturellement, on est effrayé par les choses que l'on ne comprend pas. Maintenant, parlons un petit peu d'art et d'intelligence artificielle. Comme on a pu le voir, l'intelligence artificielle va transformer notre monde dans sa manière de fonctionner. Ça va toucher à peu près tous les aspects de notre vie quotidienne. Et l'un des domaines où l'IA a pointé le bout de son nez, c'est l'art. D'ailleurs, c'est quoi l'art? Parce que c'est une définition assez complexe à établir. Pour certains, quelque chose ne sera pas artistique et pour d'autres, oui. Mais on peut quand même établir une définition générale. L'art est une forme d'expression créative qui mise à communiquer des émotions, des idées, des concepts ou des expériences de manière esthétique. Il englobe un large éventail de disciplines, y compris la peinture, la sculpture, la musique, la danse, la littérature, la photographie et même le cinéma. Et il y en a plein d'autres. Donc, l'art peut prendre beaucoup de formes. Et ce que je trouve bien avec l'arrivée de l'IA dans le milieu de l'art, c'est que ça secoue un petit peu tout le monde et ça essaye de nous re-questionner un petit peu sur, eh bien, qu'est-ce que c'est l'art au final? Est-ce que c'est quelque chose qui doit forcément avoir été fait par l'homme directement du crayon à papier vers le papier ou de la souris et du clavier vers les pixels de mon écran? Ou est-ce qu'on peut demander à une machine de retranscrire une pensée sur un JPEG? Ce qui est sûr, c'est que l'esprit humain est extrêmement important dans la créativité, sinon ça n'a aucun sens. L'art et donc la créativité est là pour justement exprimer ce qu'un humain a en tête. Parce que quelle est la place de l'artiste dans ce processus-là? Ce sont des débats philosophiques qui, au final, eh bien, je suis content qu'ils soient là, parce que ça permet d'échanger avec les gens, ou du moins, quand ils veulent échanger à ce sujet, je pointe personne du doigt. Les gens fermés là, comme ça, derrière des œillères, qui ne veulent pas débattre et avoir leur avis tranché. J'aimerais vous montrer 3 comptes d'artistes, je vais pas dire le mot artiste parce que ça va en froisser plus d'un, mais de créatifs qui utilisent l'intelligence artificielle. Le premier compte, c'est ce compte X de Andrella Sioulou, qui fait des images avec Midjourney et Stable Diffusion. Moi, j'ai une sensibilité énorme à ce qu'elle fait et j'adore son travail. Je suis toujours impressionné par ce qu'il fait. Il va utiliser Midjourney pour créer des petits assets comme des personnages et ensuite, avec Stable Diffusion, il va pouvoir créer ses propres compositions d'images, choisir quel élément et à quel endroit, quel angle de perspective, quel éclairage. Et personnellement, je suis désolé de le dire, ça va en froisser plus d'un, mais pour moi c'est de l'art. Du moment où tu as une idée et tu veux la retranscrire quelque part et ces outils te permettent de faire quelque chose d'extrêmement précis, eh bien pour moi oui, c'est de l'art de pouvoir s'exprimer de telle manière. Le deuxième compte, c'est un compte Instagram de June Han. Et ça, ces images, à l'inverse, eh bien là, c'est plutôt du Midjourney et c'est tout. Mais si je suis ce compte, c'est parce que je trouve les idées incroyables. Parce que oui, je suis désolé de le dire, mais vous pouvez donner Midjourney à 1000 personnes et il n'y aura pas 1000 personnes qui vont faire des choses originales avec Midjourney. Je sais, ça va en froisser plus d'un, mais c'est mon avis personnel. Trouver des bonnes idées n'est pas donné à tout le monde du tout. Alors oui, là, c'est juste un prompt qu'il a mis dans Midjourney. Mais lui, il a initié une idée qu'il avait bien précise. l'IA l'a retranscrit pour que vous la voyiez tous. Donc, c'est peut-être un créatif, mais ce n'est pas un artiste. Vous voyez la différence? Enfin, c'est celle que je me fais moi, d'accord? Et je sais qu'il y a des gens qui vont être contre ce que je dis. Maintenant, le dernier profil, c'est un compte X, celui de Raid Southside. C'est un artiste traditionnel, et je mets ça entre guillemets parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui définit l'art? Qu'est-ce qui définit un artiste? Est-ce que être capable de dessiner sur une tablette graphique et de pouvoir faire des CTRL-Z quand on se trompe, c'est plus un artiste qu'un peintre qui ne peut pas faire de CTRL-Z par exemple? C'est à chacun de choisir. Et ses posts sur son profil depuis des mois, ça ne parle que de l'intelligence artificielle. Je peux scroller la page et m'arrêter à n'importe quel moment, ça parlera d'intelligence artificielle. Mais lorsqu'on remonte sur son profil et qu'on regarde dans sa biographie et qu'on clique sur son lien, on se rend compte qu'en fait, c'est un artiste absolument incroyable qui a travaillé sur des films de fous, mais depuis des mois en fait. Il donne la parole à quoi? Aux intelligences artificielles. Et si je vous parle de ce compte-là, c'est tout simplement parce que je trouve ça contre-productif de se battre contre les IA en faisant ça. Mais si il montrait en réalité ce qu'il lui définit comme un vrai artiste, en mettant par exemple en lumière d'autres artistes, là ça pourrait créer quelque chose d'intéressant dans le débat. Et là malheureusement, il fait de la pub aux IA, parce que oui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pub.
il y a de la pub tout court. Et ça, du coup, ça va me servir de conclusion pour la vidéo. Comme on l'a vu dans l'histoire de l'humanité, des inventions comme l'IA, il y en a eu énormément dans notre société. Là, je sais qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui vont me dire « ce n'est pas la même chose ». Si, c'est la même chose, d'accord. L'imprimante en 1450, c'était leur intelligence artificielle. Internet en 1969, c'était leur intelligence artificielle. C'était complètement fou, d'accord. Imagine en 1920, par exemple, t'aurais dit à quelqu'un « ouais, tu vas pouvoir parler à quelqu'un qui se trouve à New York là, alors que t'es à Perpignan au sud de la France », ils auraient dit « mais gars, t'es un sorcier, je vais te mettre sur le bûcher en fait ». Et donc, être à 100% contre quelque chose de nouveau et d'aussi énorme comme l'intelligence artificielle, c'est contre-productif et ça ne permettra pas d'aller vers la bonne direction. Donc s'il vous plaît, essayez de trouver le bon côté et le mauvais côté de toutes les choses qu'on vous présente. S'il vous plaît aussi, dans les commentaires, ne soyez pas 100% contre, parce que je n'ai pas envie de vous dire comme un enfant de 8 ans, on ne peut pas tout avoir dans la vie, alors arrêtez le caprice. Alors oui, l'IA n'est pas la fautive, mais plutôt vous. Enfin, nous, parce que je m'englobe dedans. Ce que nous sommes devenus à travers l'histoire, des choix et des technologies que l'on a inventées pour nous apporter du confort et nous faire gagner du temps. Et l'IA est donc juste une évolution logique de tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. Alors voyons comment ce nouveau chapitre de l'humanité va se passer, parce que dans tous les cas, que vous soyez pour ou contre encore une fois, il va se passer. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker et à partager et surtout à t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et comme ça, moi, hop, ça me donne un peu de dopamine comme ça pour ce soir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.